Bonjour à tous. Alors, je remercie la présidente de me permettre de parler de la trisomie 21 au laboratoire agréé. Donc, je vais surtout m'attacher aux aspects pratiques, puisqu'on a parlé d'évolution de pratiques hier. Il y en a eu une très grande en juin 2009, avec la possibilité pour le médecin d'avoir accès à 3 stratégies de dépistage. C'est une évolution importante, mais qui a rendu du coup la prescription très compliquée et qui, au niveau du laboratoire, s'est concrétisée par une forte augmentation des non-conformités. Et puis au niveau de la phase analytique du dépistage, je vais essayer de vous montrer comment ça a été réalisé un dépistage, un calcul de risque, et de vous parler de l'intérêt qu'il y a de pratiquer un dépistage Made in Guadeloupe. Alors parlons de l'aspect réglementaire. Donc les bonnes pratiques du dépistage sont régies par un arrêté paru le 23 juin qui définit les conditions de prescription pour la patiente avec le consentement qui doit être obligatoire, le refus de consentement depuis cette année, qui définit également les conditions d'application des 3 stratégies et qui définit pour l'échographie les critères de conformité et pour l'échographiste la nécessité qu'il a d'appartenir à un réseau de périnatalité avec un numéro d'identification. Je rappelle rapidement quel est l'objectif du dépistage de la trisomie. Donc ce n'est pas un diagnostic, contrairement à ce qui est écrit sur la première diapo. C'est un dépistage qui a pour but d'identifier les femmes qui présentent un risque accru d'avoir un enfant atteint de trisomie. Le risque est estimé en probabilité. Et au 2e trimestre, pour les stratégies qui utilisent les marqueurs du 2e trimestre, on identifie aussi les femmes qui ont un risque accru d'avoir un enfant atteint de défaut de fermeture du tube neural. Et là, le risque est estimé en multiple de la médiane. Le seuil est de 2,5 mom pour l'AFP. Alors, définition des 3 stratégies. Donc, je vais commencer par la plus ancienne, qui est en pratique depuis 1996, qui est le dépistage du 2e trimestre, dans lequel n'intervient que les marqueurs sériques, qui est un dépistage donc réalisé entre 14 et 17 semaines. La donnée échographique de référence est la date du début de grossesse, et c'est un dépistage qui génère 6,5% d'amniosynthèse. Donc retenez ce chiffre, 6,5% d'amniosynthèse. Les 2 nouvelles stratégies, avec une stratégie précoce qui est proposée dès la 11e semaine de grossesse. La particularité de ces 2 stratégies, c'est que c'est un calcul combiné qui va tenir compte des calculs de risque estimés à partir des marqueurs sériques, mais qui tient également compte du calcul de risque par la clarté nucale. Donc on a un calcul qui tient compte des 2 dépistages échographiques et marqueurs sériques. Et la conséquence de réaliser ce calcul combiné, c'est qu'on a 2 fois moins d'amniosynthèse qui sont générées lorsque ce calcul est réalisé de cette façon-là. Donc évidemment, les médecins ont bien compris l'enjeu qu'il y avait à prescrire ces nouvelles stratégies. Et donc on voit ici l'évolution de la prescription entre 2011 et 2014. En jaune et rouge ici, vous avez les nouvelles stratégies. 30% prescrits en 2011, 70% en 2014. Alors la phase préanalytique est une phase primordiale, ma collègue biologiste l'a dit hier, puisque c'est elle qui va conditionner la qualité du calcul de risque, et en particulier la qualité des informations qui sont fournies par la fiche de renseignement va conditionner évidemment la qualité du résultat. Donc il est demandé une grande vigilance au remplissage de cette fiche de la part des cliniciens, mais également aux laboratoires qui nous transmettent leurs prélèvements, qui doivent vérifier la conformité de cette fiche. Alors voici la fiche qui est actuellement en cours au laboratoire. Donc j'ai mis par des flèches rouges toutes les données essentielles. L'absence d'une donnée vaut une fiche de non-conformité. Et je voudrais surtout m'atteler à des facteurs qui influencent ici le calcul de risque, parce qu'ils n'arrivent pas souvent, mais ce sont des facteurs essentiels pour nous, notamment ici les facteurs qui sont, l'ensemble des items qui sont sous la cage Scochesi. Donc il faut nous renseigner les grossesses antérieures de trisomie 21, parce que le calcul de risque est réalisé de façon différente. Et aussi pour les centres d'AMP, nous indiquer lorsqu'il y a un don d'ovocytes,
parce que le calcul de risque est réalisé à partir de l'âge de la donneuse, qui est bien souvent très inférieur à l'âge de la patiente qui a une quarantaine d'années en général. Alors, comme je vous ai expliqué, cette évolution a causé beaucoup d'augmentation dans le délai de non-conformité, donc une augmentation du délai de résultat. Donc sur ce diagramme, j'ai recensé toutes les non-conformités les plus fréquentes en jaune. En jaune, ce sont les non-conformités bloquantes. Donc sur la feuille de renseignement, évidemment, l'absence de renseignement clinique indispensable. Des données échographiques qui ne sont pas applicables à la stratégie, enfin qui ne sont pas compatibles à la stratégie applicable. Au niveau du prélèvement, c'est un prélèvement qui est effectué hors délai, soit précocement, soit tardif. Et au niveau du site agréé lui-même, c'est une secrétaire qui saisit le mauvais code stratégie. Comme vous savez, aujourd'hui, tout est lié. C'est les mauvais marqueurs qui sont dosés au niveau de l'automate et cela diffère évidemment l'évaluation de risque et la sortie du résultat. Alors, nous sommes en 2013. J'ai fait un peu le bilan des non-conformités de 2013. On est 3 ans après le début de l'application des 3 stratégies. 69% des non-conformités recensées au niveau du laboratoire concernent l'activité trisomie 21. Si on fait un petit peu un zoom, 97% sont liés au préanalytique. Analysons ces non-conformités du préanalytique. 46% sont des problèmes de données cliniques et échographiques. 23% sont liés à des problèmes de stratégie. 16% à des problèmes d'identification et de consentement de patientes non signées. 7% sont liés à des problèmes d'identification du prescripteur et 8% à des problèmes d'identification de l'échographiste avec un numéro de réseau qui n'est pas fourni. Alors, face à l'augmentation de ces non-conformités, on a mis au laboratoire un certain nombre de documents qualité pour aider le prescripteur à pouvoir justement bien prescrire son examen. Donc, tous ont reçu un document récapitulatif pour les 3 stratégies avec les documents indispensables, les renseignements cliniques indispensables. Ils ont également reçu des calendriers pour les aider à évaluer la fenêtre de prélèvement, des fiches de renseignement qu'ils reçoivent à la demande, la liste des laboratoires qui nous transmettent les prélèvements en Guadeloupe et, toujours actualisée, la liste des échographistes agréés de Guadeloupe. Ils ont également reçu une instruction pour les aider à la détermination de la stratégie et au calcul de la fenêtre de prélèvement. Et puis au laboratoire, nous avons mis en place un service de trisomie où nous assumerons une prestation de conseil que les médecins peuvent contacter pour réclamer un résultat non reçu et où on accueille leurs patientes. Au niveau des laboratoires transmetteurs, on a mis en place une formation et évaluation pour l'habilitation des secrétaires à l'accueil que nous avons fait pour nos propres secrétaires, que j'ai fait au laboratoire Tambi, qui pourra témoigner si elle le souhaite. Donc voici un peu le programme de cette formation. Nous avons également transmis des documents qualité, notamment le dossier guide des laboratoires pour les aider à la transmission d'un prélèvement conforme que nous avons mis au goût du jour avec les 3 stratégies de dépistage. Et ils ont aussi mis à leur disposition une fiche de transmission de prélèvement. Voyons maintenant la phase analytique. Alors, au laboratoire agréé, on utilise un couple logiciel qui est fourni par Siemens. Comment évaluer le calcul de risque? Donc, il est évalué à partir des marqueurs sériques qui sont en fait des hormones de grossesse qui suivent une courbe de distribution de Gauss. Et la particularité de ces hormones, c'est que leurs valeurs sont différentes lorsqu'on a une grossesse trisomique. Dans le cas, par exemple, de l'ACG, les patientes avec fœtus trisomique ont une ACG plus élevée. Donc, pour chaque semaine d'aménorrhée et pour chaque PAPA, les valeurs de référence sont calculées sur un échantillon d'au moins 500 patientes. Donc, voici actuellement les médianes qui sont en cours au laboratoire agréé. Ce sont des médianes qui ont été calculées sur la population Guadeloupe, en collaboration avec notre fournisseur Siemens, et qui ont fait l'objet d'une déclaration officielle au niveau de la NSM. Donc, c'est une patiente, par exemple,
les résultats des marqueurs sériques des patients sont exprimés en multiples de la médiane. C'est-à-dire que, par exemple, une patiente qui a une valeur de 2 mOM, ça correspond à 2 fois la valeur de la médiane de référence. Alors, quel est l'intérêt d'avoir, pour nous, mis en place des médianes de Guadeloupe? Je pris ici l'exemple de la PAP-A. Voici en bleu les médianes de référence qui sont actuellement utilisées dans les logiciels Siemens de métropole. Voici nos valeurs. Et vous voyez qu'il y a une différence de 25% entre les valeurs de la population France et les valeurs de la population locale. La conséquence, c'est que la courbe de distribution des patientes antillaises, en fait, se retrouve déportée vers la courbe de distribution des trisomies 21. Et ce qui se passait lorsqu'on a débuté notre dépistage, c'est que, comme on n'était pas au courant de cette problématique, eh bien, on générait 2 fois plus de risques élevés que les moyennes nationales. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un facteur de vraisemblance, un facteur correctif qu'on n'utilisait pas. Et ce facteur correctif, c'est le rapport de probabilité pour la patiente d'appartenir à la courbe trisomie par rapport à celui qu'elle a d'appartenir à la courbe de référence. Évidemment, si on n'est pas sur la bonne courbe de référence, ce facteur n'est pas adapté. Donc, en conclusion, lorsqu'une patiente, le dépistage d'une patiente antillaise est envoyé en métropole, donc non seulement son dépistage est fait avec des médianes de référence qui ne sont pas adaptées, qui ne lui sont pas adaptées, mais en plus le facteur correctif non plus. Et donc, elle a 2 fois plus de chances de se retrouver dans le groupe à risque élevé. Notre logiciel est sous haute surveillance. On a 2 indicateurs réglementaires. L'un qui nous permet de nous assurer tous les mois que les médianes que nous utilisons sont toujours adaptées à celles qui sont insérées dans notre logiciel. Donc voilà un peu le genre de tableau qu'on réalise avec des calculs pour tous les marqueurs. Et on a un deuxième indicateur qui est le taux de risque élevé. Et c'est un indicateur qui nous permet de vérifier que notre logiciel ne génère pas trop de risques élevés. Donc vous voyez ici pour les patients de moins de 38 ans qu'on a des valeurs actuellement, grâce à ces médianes adaptées, qui sont complètement comparables aux valeurs nationales. Je voulais juste ici attirer votre attention sur les IPR des patients de plus de 38 ans. Lorsque cette patiente a un dépistage de second trimestre MSM seul, elle a 62% de chances de se retrouver dans le groupe à risque élevé. Si c'est un premier trimestre qui lui ont combiné, qui lui est prescrit, elle a 80% de chances de ne pas avoir d'amniosynthèse à réaliser. Donc je le dis parce qu'il y a encore des prescripteurs qui ne pratiquent que du second trimestre MSM. Voilà, je vous remercie pour votre attention.